Voilà. Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle visioconférence dont le sujet est la géopolitique de la santé mondiale en 2025. Nous vivons dans un monde troublé et complexe qui connaît une instabilité croissante, des menaces inédites depuis plusieurs décennies liées notamment à la reprise des conflits armés sur le sol européen, l'exacerbation des tensions au Moyen-Orient et d'autres encore, et à une politique étrangère erratique conduite par la plus grande puissance économique et militaire du monde. Alors aujourd'hui, c'est le résumé que nous a proposé le professeur Antoine Flao, qui va donc nous dresser un tableau factuel des conséquences sanitaires et géopolitiques de cette situation. Antoine Flao, est-il nécessaire de le rappeler, est directeur de l'Institut de santé globale, la faculté de médecine, Université de Genève, co-directeur de la Swiss School of Public Health à Zurich et chef du département de médecine tropicale et humanitaire aux hôpitaux universitaires de Genève. Antoine, nous sommes comme chaque fois heureux de t'accueillir et nous t'écoutons. Merci beaucoup, Étienne. Merci à tous d'être présents et puis tellement heureux de voir des visages familiers. Donc, vous n'hésiterez pas à m'interrompre à tout moment. De toute façon, on a convenu avec Étienne que je parlerai une trentaine de minutes et puis ensuite, on aurait beaucoup d'échanges possibles. Euh, oui, Étienne et Yves voulaient que l'on parle un petit peu de cette situation troublée, mais auparavant, je voudrais peut-être même ne serait-ce que pour rendre hommage. Alors peut-être il faut que vous mettiez en mute ceux qui sont qui arrivent, voilà. Et Et coupez votre micro, s'il vous plaît. voilà. Et je voudrais d'abord finalement rendre hommage. Je vois que Charles est ici et rendre hommage à ceux qui ont construit la santé globale depuis des décennies avec un énorme succès. Je veux donc commencer par parler des succès de la santé globale. J'ai même eu l'habitude, à chaque fois que je faisais des cours de santé globale, de dire que parmi tous les secteurs du multilatéralisme, celui de la santé est une des très grandes réussites de notre humanité. Alors, comme l'a dit Étienne, je voudrais rappeler des faits. D'abord, hein, ce n'est pas une opinion que j'essaye d'avancer ici, c'est que jamais dans l'humanité, l'espérance de vie n'avait doublé en l'espace d'un siècle, et cela dans tous les pays du monde, hein. Il n'y a pas un pays qui a été laissé à l'écart. Euh, la mortalité infantile a été divisée par deux en l'espace de 30 ans, euh, plutôt dans les pays les plus défavorisés de la planète. La couverture vaccinale dans le monde, certes, on en parle beaucoup, on a parfois des retours en arrière qui sont extrêmement préoccupants, mais elle est également, elle n'a jamais été aussi élevée, et cela grâce aux efforts multilatéraux, euh, grâce au programme élargi des vaccinations de l'Organisation mondiale de la santé, grâce à l'UNICEF, grâce à Gavi, voilà, grâce finalement à tous ces efforts multilatéraux qui ont eu lieu ces dernières décennies. Je parle de la santé, mais il y a aussi tous les à côté de la santé. L'alphabétisation, par exemple, qui est un moteur de la santé. Bien sûr, le niveau de revenu de tous les pays de la planète a extrêmement progressé. L'extrême pauvreté a quasiment été éradiquée de la planète en quelques décennies seulement. Puisqu'on parle d'éradication, l'un des fleurons de la santé globale, c'est l'éradication de la variole en 1980, proclamé en 1980 à Genève lors de l'Assemblée mondiale, juste pour dire d'ailleurs à propos de géopolitique que l'éradication de la variole avait été demandée par la délégation de l'Union soviétique à l'Assemblée mondiale de la santé, c'est-à-dire finalement ce corps qui est un peu le conseil d'administration de l'OMS, en D'accord, d'accord. 1958, en mai 1958, à une période extrêmement troublée Alors, sur le plan géopolitique. je suis en conférence. Oui, Candala, si vous pouvez mettre en mute, on vous entendrait moins. Voilà. Euh, donc, cette période était très troublée en 1958. On était au cœur de la guerre froide. Et lorsque l'Union soviétique est arrivée avec ce projet de résolution d'éradication de la variole,
les ricanements n'étaient pas loin, on n'y croyait pas, et cette utopie s'est transformée en réalité. Et attention, on n'est pas en train de parler d'une vague maladie du Moyen Âge, on est en train de parler d'une maladie qui a tué 300 millions de personnes au seul XXe siècle. C'est-à-dire que plus que toutes les guerres et toutes les famines réunies dans ce XXe siècle, qui pourtant a été le plus meurtrier en matière de guerre, comme on le sait. Donc, pour continuer même, toujours dans les progrès encore plus récents, on était en tout cas à la veille de la pandémie de Covid, pratiquement à l'éradication de la poliomyélite, très proche, puisque quelques 2 ou 3 pays, euh, l'Afghanistan, le Pakistan, le Nigeria aussi malheureusement, avaient encore des poches de résistance vaccinale et de cas de poliomyélite autochtone qui étaient déclarés. Donc on a connu une situation euh, extrêmement favorable et cela grâce aux investissements et grâce à l'implication de tous les pays du monde, mais aussi bien sûr des plus grands pays contributeurs, et on y reviendra bien sûr des États-Unis. Alors, je ne veux pas non plus dresser un tableau idyllique. On n'est pas arrivé à les standards que l'on pouvait espérer encore. Et il y a beaucoup de progrès à faire. Et le plus grand problème, c'est celui de l'inéquité. Car si j'ai dit que tous les pays ont bénéficié d'une augmentation de leur santé à chaque endroit du globe, il y a quand même beaucoup d'inéquité, en particulier entre les pays. Tous les indicateurs sauf l'éradication de la variole et celle presque atteinte de la poliomyélite, mais tous les indicateurs que j'ai cités connaissent une très forte inéquité entre les pays. Par exemple, l'espérance de vie est quand même très différente en Afrique subsaharienne et en Europe, avec encore 20 à 30 ans d'écart entre l'espérance de vie de ces deux parties du monde. C'est profondément injuste et c'est encore des endroits sur lesquels il faut énormément travailler. Je dirais, à l'intérieur de chacun de nos pays, on a de très profondes inégalités. Michael Marmot a bien montré à quel point les inégalités sociales sont des inégalités sociales de santé, c'est-à-dire sont des profonds déterminants sociaux de la santé. Et il montre comment l'espérance de vie entre les quartiers Est de Londres et les quartiers ouest de Londres sont très proches de ceux qu'il y a entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe, à l'intérieur même de la Grande-Bretagne. Et on retrouve cela en France, on retrouve cela aux États-Unis, on retrouve cela dans tous les pays du globe. Et l'espérance de vie en bonne santé, par exemple, qui est un très très bon marqueur de la qualité de la prévention d'un pays, est aussi victime d'un grand nombre d'inégalités sociales. Il y a, pour l'espérance de vie, par exemple en France, à peu près 13 ans d'écart entre le 5% des plus pauvres et le 5% des plus riches. On retrouve des écarts analogues en matière d'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire que la plupart des maladies sont frappées d'un gradient social. Alors pas bien sûr les maladies génétiques déterminées par on va dire, la biologie, mais en revanche, les maladies chroniques que sont le diabète, l'obésité, que sont aussi les addictions comme le tabagisme, sont frappées d'un très grand gradient social. Donc, il y a dans tous ces pays, dans tous nos pays du globe, de grands efforts à faire. Et quand on fait de la prévention, on doit penser à ce gradient social des maladies et axer sa prévention pour que ceux qui puissent en bénéficier ne soient pas que les personnes les mieux éduquées et les plus favorisées, parce que sinon on va creuser le gradient social, et c'est ce que l'on fait parfois avec les efforts de prévention lorsqu'ils ne sont pas particulièrement dirigés sur et centrés sur les couches les plus défavorisées de la population. En termes d'inéquité, il y a des inéquités qui sont presque scandaleuses. Je vous ai parlé de la variole, et ça c'est très bien parce que là, il n'y a pas d'inéquité. Partout dans le monde, on a éradiqué la variole. Tous les pays en ont bénéficié, et aujourd'hui, il n'y a pas de pays qui souffrent de la variole.
Mais sans parler du Mpox, qui n'est pas le cas aujourd'hui, il repart. Mais il y a des maladies que l'on a éliminées, mais totalement éliminées de nos vies dans les pays développés, à tel point que c'est un standard de développement. Pensez bien à mettre sur mute votre microphone, parce que parfois on vous entend. Il y a des standards de développement. Par exemple, le choléra sévissait encore au milieu du 19e siècle et jusqu'à la fin du 19e siècle en Europe, sous forme de vagues épidémiques extrêmement violentes et mortifères, que l'Europe ne connaît plus simplement. Voilà, monsieur, baissez un peu. Philippe Pedro, si vous pouvez mettre sur Oui. mute. Voilà. Merci. Voilà. Euh, Excusez-moi. le choléra est donc typiquement ce type de maladie que l'on a su éliminer par le développement dans toutes les couches sociales des pays développés, à tel point que c'en est un marqueur de développement. Dites-moi s'il y a du choléra dans votre pays et je vous dirai si vous avez atteint les standards de développement qui sont ceux que les droits humains devraient garantir. Eh bien, le choléra continue à sévir dans un certain nombre de pays pour des raisons de manque de développement, de manque d'assainissement des eaux, de manque de chlorination de l'eau, etc. Et donc, quelque part, on a un job qui n'a pas été terminé ici. Il n'y a pas eu d'Union soviétique, si je puis dire, qui a apporté une résolution sur la table de l'Assemblée mondiale de la santé pour dire on veut éradiquer le choléra de la planète. La même chose pour le paludisme. Le paludisme n'existe plus dans les pays développés, à tel point que les îles Caraïbes ou de l'océan Indien, qui sont gérées ou qui sont, j'allais dire, propriété de la souveraineté des pays du Nord, ne connaissent pas le paludisme, alors que ceux qui sont les voisins, parfois des voisins à 60 km de ces précédents territoires, peuvent connaître un paludisme important, une mortalité infantile. Donc, selon que vous êtes né sous telle ou telle souveraineté, vous allez souffrir du paludisme ou du choléra, alors qu'ils ont été éliminés des pays qui en ont fait des standards de développement. Donc, quelque part, on n'a pas complètement terminé le job en matière de santé globale, et c'était peut-être les défis qui nous attendaient si on n'avait pas ces signaux préoccupants qui arrivent aujourd'hui et qui viennent un peu remettre en question cette grande dynamique presque continue qu'on a connue depuis l'après-guerre. Et même depuis plus longtemps, puisque je vous ai parlé de l'augmentation de l'espérance de vie sur un siècle, même s'il y a eu un très gros accident, bien sûr, pendant les deux guerres mondiales. Les signaux préoccupants aujourd'hui, c'est de voir que, alors que la rougeole avait été éliminée du continent américain, quand je dis le continent américain, je parle des Amériques, du Nord, du Centre et du Sud, eh bien, on voit la rougeole revenir en force dans des pays comme les États-Unis, qui finalement, pour des raisons d'hésitation vaccinale, connaissent aujourd'hui une forte résurgence de cas de rougeole. On voit la diphtérie revenir en Europe de l'Ouest, alors que la diphtérie avait complètement disparu de ces pays. Je vous ai parlé de la polio. La polio, c'est préoccupant parce que les zones de conflit, comme Gaza par exemple, sont des zones où on voit revenir la polio, mais aussi, plus préoccupant encore, des endroits comme New York ou Londres ont montré dans leurs eaux usées du virus de la polio. En général, pas de la polio sauvage, de la polio vaccinale, on pourra y revenir. Il y a le H5N1 aux États-Unis qui est une source de préoccupation, c'est une panzo aussi. Hein, Boarding in progress. Boarding in progress. Boarding in progress. Peut-être que c'est Jean-François que je vois qui n'est pas muté. Je crois que on peut imaginer que le H5N1 qui... Merci de vous mettre sur mute, Jean-François Gandou. Bonsoir. Pouvez-vous vous mettre sur mute, votre microphone, parce que je m'entends en écho. Là, ça va?
Non, il y a un deuxième. Vous êtes sur deux choses, probablement sur votre iPhone aussi ou votre smartphone, et j'imagine. Oui, donc j'arrête d'un côté, oui. Oui, par exemple. Merci en tout cas. H5N1, c'est Non. préoccupant parce que ça survient en ce moment aux États-Unis où on est en train de baisser la garde sur tout ce qui est surveillance épidémiologique et sur tout ce qui est également investigation épizootique, c'est-à-dire en santé animale. Donc on a un vrai problème parce que ce H5N1 est un virus grippal, certes aviaire, mais qui passe aujourd'hui chez le mammifère. Il était passé chez le phoque, il était passé chez le vison en Europe, en Amérique latine, mais il est passé chez la vache aux États-Unis. Et les vaches, c'est très près des humains. Donc la possibilité qu'il mute suffisamment pour devenir à transmission interhumaine, c'est un virus extrêmement dangereux de la grippe, est une source de très très grande préoccupation aujourd'hui. Parmi les signaux préoccupants, la désinformation est un signal que l'on suit de près, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, les réseaux sociaux s'enflamment de beaucoup de choses complètement fausses, mais en plus, parfois, euh, par des chatbots qui sont activés par de l'intelligence artificielle que vous ne maîtrisez pas et qui peuvent reproduire des films, des vidéos, même des discours, hein. J'ai une collègue qui a été directrice générale de la santé dans un canton suisse et qui s'est vue pirater son compte et sous son propre compte, elle a énoncé des contre-vérités qui ne sont pas venues d'elle, mais qui étaient complètement reproduites par intelligence artificielle. Et les gens ont lu, ont écouté cette vidéo et ont été très étonnés de son discours. Son discours, évidemment, n'était pas le sien. Et cela peut tout à fait nous concerner chacun de nous. Euh, il y a des signes de désengagement des États. On va parler un peu des États-Unis, bien sûr, mais il n'y a pas que les États-Unis. Et on va reparler de ce désengagement des États sur le multilatéralisme de façon générale et sur l'aide au développement. Et puis, de façon générale, en fait, on peut être étonné de voir qu'il y a très peu de leçons retenues de cette pandémie de Covid qui a été très mortifère, hein. Elle a tué entre 20 et 35 millions de morts, estime-t-on aujourd'hui. Et euh, finalement, la pandémie aurait été beaucoup, beaucoup plus meurtrière, probablement plus du double, si on n'avait pas eu des vaccins rapidement et si on n'avait pas utilisé toutes ces mesures très, très lourdes qui ont impacté fortement nos économies, mais aussi les sociétés, nos sociétés, avec les fermetures d'écoles, avec les souffrances et la santé mentale et les souffrances socio-économiques qui ont parfois été très très douloureuses dans les pays moins armés que d'autres pour y faire face. Alors, je voudrais maintenant venir un petit peu au cœur du sujet d'aujourd'hui, après avoir énoncé ces éléments factuels qui ne sont pas que négatifs, hein. Donc, l'idée n'est pas de se lamenter aujourd'hui, hein, mais c'est d'un peu regarder comment est-ce qu'on peut faire. On a des enjeux très très clairs qui sont des enjeux de lutte contre les inégalités sociales de santé, comme je le disais, et de finir le job sur un certain nombre, avec beaucoup je pense, de détermination politique, hein. Et face à cela, on voit un retrait des États-Unis annoncé très symboliquement par le président Donald Trump lors de son premier jour d'investiture. C'était l'un des tout premiers actes, le 8 ou le 9e, je crois, qu'il a signé et qui était la sortie de l'OMS. Enfin, c'était la demande au secrétaire général des Nations Unies de voir l'OMS sortir en janvier 2026, bien sûr, un an plus tard, puisque c'est la Constitution des États-Unis qui prévoit que le délai est d'un an après la demande de sortie de l'OMS. Alors, c'est un acte symbolique fort parce que il n'y a pas du tout que l'OMS qui est concernée. En fait, les États-Unis sortent progressivement de tout leur, ou en tout cas d'un très grand nombre d'organisations internationales ou onusiennes. J'ai parlé de l'OMS, mais aussi du UNHCR,
mais aussi du Fonds mondial et aussi de Gavi, où ils ont annoncé qu'ils allaient complètement couper leur budget ou parfois massivement couper leur budget. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas dans un retrait vis-à-vis, en tout cas, de l'aide officielle pour le développement, ce qu'on appelle l'ODA. On n'est pas dans un mouvement purement nord-américain. Si vous regardez même les chiffres, les États-Unis ont coupé de 38% leur budget pour 2025 de l'ODA. Et le Royaume-Uni de 40%, la France de 35%, puis des pays comme la Belgique, la Suisse de plus de 25%. Donc vous voyez que la France, en tout cas, et le Royaume-Uni sont très proches en termes de coupes budgétaires des États-Unis. Simplement, ils ne le claironnent pas. Les États-Unis en sont fiers. Les Européens sont probablement plus honteux de cela. Mais je le dis parce que ces coupures sont massives et en fait, elles sont probablement encore plus importantes qu'on peut le croire si on ne croyait que c'était uniquement le fait des États-Unis. Alors certes, les États-Unis comptent pour 40% de l'ODA dans le monde, de cette aide au développement international. Donc évidemment, couper de 38% un budget, des montants de 40%, c'est beaucoup, beaucoup plus impactant que couper pour des budgets qui sont ceux des Français ou des Britanniques. Pour vous dire les chiffres, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais il y en a qui sont intéressants à entendre. Par exemple, l'ODA, c'est à peu près, alors c'est compliqué, hein, parce que l'ODA, c'est l'ODA, mais c'est aussi l'OOF. Alors l'ODA, c'est l'aide officielle au développement. L'OOF, c'est des autres aides officielles. Et puis, quand on fait le total, on est à 200 milliards, tout pays confondu, hein, on est à 200 milliards de dollars. Pourquoi je vous donne ce chiffre? Parce que je veux faire qu'une seule comparaison. C'est avec le budget de l'armement de 2025. C'est 2500 milliards. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même ligue. On va dépenser pour nos armes dans le monde 2500 milliards officiellement, alors que on est à 200 milliards pour l'aide au développement. Et l'aide au développement, attention, c'est pas la santé, hein, c'est l'aide au développement toute confondue. Donc vous voyez que il suffit de pas grand-chose, et en particulier en termes de volonté politique, pour changer le curseur. Et que ce curseur des coupures de l'aide au développement, ce sera aussi pas grand-chose dans les budgets des États. Quand on voit que, par exemple, les États-Unis sont à la limite de l'engagement militaire en Iran en ce moment, on peut se dire que ce budget de 2400 milliards va probablement exploser dans les quelques années à venir. En tout cas, il n'y a pas tellement de raisons qu'il diminue. Et quand on voit que tous les pays européens vont encore plus investir dans l'armement, on s'aperçoit que voilà, on est dans un cycle très malheureux parce que l'armement, c'est des morts, l'ODA, c'est des vies. Alors, mais on n'est pas dans la même ligue. On n'est pas du tout dans la même ligue. Et c'est un tout petit pourcentage de l'armement que l'on voudrait réclamer pour l'ODA. Alors, OK, les États-Unis ont coupé de 38%, j'ai dit, leur ODA, mais pas du tout de façon... C'est pas le rabot, c'est très politique. Et la politique qui a décidé ces coupures n'est pas du tout homogène. Et vous le savez bien et vous l'imaginez bien en tout cas. 92%, c'est la santé maternelle et infantile. 92% de coupures. Dans l'ODA nord-américaine, elle a coupé de 92% son volet santé maternelle et infantile, de 94% son planning familial, de 99% son enseignement primaire et secondaire, et d'autant son enseignement supérieur. De 86% l'assainissement de l'eau. Donc je peux oublier mon utopie, mon rêve de l'éradication du choléra. Hein. La grippe, j'en parlais tout à l'heure. Pourquoi j'étais préoccupé? Parce que pour la grippe et pour les pandémies, elle a coupé de 84%. C'est l'aide
au développement. Ce n'est pas pour le sol américain, bien entendu. Mais si vous ne surveillez plus la grippe au niveau international, vous pouvez imaginer ce qui va se passer en termes de monitorage, de surveillance de ces pandémies, de ces émergences. Je ne vais pas en citer encore beaucoup, mais quand même, un autre, la recherche de consensus, 96%. C'est-à-dire que finalement, ce qui est une de mes sources de préoccupation énoncées, qui sont par exemple la désinformation. Comment lutter contre la désinformation, sinon par de la recherche de consensus? Et la recherche de consensus, ça nécessite pas des budgets considérables, c'est des petits budgets. Mais si ces petits budgets, vous les coupez, vous n'allez pas avoir la possibilité d'avoir des Nord-Américains autour de la table qui vont pouvoir organiser des conférences de consensus ou y participer. Se rendre à Genève ou à Oslo ou à New York pour discuter ensemble des différentes théories que nous avons, des disputes, appelons-les comme ça, scientifiques que nous pouvons avoir sur tel ou tel sujet et qui méritent qu'on retrouve un consensus avant de le porter au débat public. Ou sinon, on va continuer à s'épancher sur les plateaux de télévision ou sur les réseaux sociaux avec les uns ayant tel ou tel argument et les autres tel ou tel argument, et le public perdu allant vers le plus offrant ou le plus populiste. 97%, et ce sera le dernier chiffre que je vous donnerai, ne vous inquiétez pas, mais de coupures budgétaires nord-américaines sur la bonne gouvernance. Donc tout ce qui fait qu'on essaie de lutter contre la corruption depuis des années dans des pays qui souffrent de la corruption parce que leurs revenus sont très modestes. Vous savez par exemple que quelqu'un qui a beaucoup fait pour lutter contre la corruption, comme Ogobara Dumbo, que vous avez peut-être connu au Mali, il avait refusé que l'aide américaine lui permette de payer ses doctorants et ses post-doctorants au salaire et au niveau de salaire des Nord-Américains. Et les Nord-Américains avaient été à deux doigts de couper leur aide parce qu'ils n'avaient pas la possibilité, par une motivation qui est à leur honneur, c'est-à-dire qu'on n'allait pas dire pour les Maliens le salaire d'un post-doctorant financé par l'Amérique est différent de celui des gens du Texas ou du Mexique. Non, même salaire pour tout le monde. Mais Ogobarabo a dit oui, mais si je fais ça, ils vont gagner plus que mes ministres, que les ministres de mon pays. Donc je ne peux pas faire cela. Et donc il a trouvé des mécanismes tout à fait astucieux de fondation dans son pays que les Nord-Américains ont subventionnés et qui ont permis de payer ces doctorants et ces post-doctorants pour poursuivre la recherche, en particulier d'ailleurs sur un vaccin contre le paludisme. Eh bien, ce type de mécanisme, aujourd'hui, est mis à mal. C'est typiquement ces mécanismes de bonne gouvernance qui sont mis à mal par les États-Unis. Donc vous voyez que le ciblage est extrêmement politique. Alors, ce que je voudrais dire encore sur les différents aspects de ce désengagement, c'est que ce désengagement, à mon sens, vous avez peut-être remarqué que j'ai à peine parlé des 20% de budget de l'OMS en moins. En fait, c'est pas ça le problème. On s'est beaucoup focalisé là-dessus. Alors évidemment, à Genève, où je suis, les 20% du plus gros donateur de l'OMS, qui va donc disparaître, ces 20%, ils vont donc disparaître, ces 20% représentent un trou dans la caisse. Et quelque part, c'est aussi une opportunité, parce que on ne peut pas totalement se lamenter. L'OMS va être obligée de faire une réorganisation. Par exemple, l'OMS avait 11 assistants directeurs généraux, très bien payés, bien entendu. Les assistants directeurs généraux, c'est les numéros 2 de l'OMS. Il y en avait 11, et ils ont réduit à 4 pour pouvoir justement faire des économies. Alors, il y a des gens qui ont dit « Ah, mais c'est dramatique, il n'y a plus que 4 assistants directeurs généraux ». Mais juste pour vous dire, quand Tedros a pris les commandes, Margaret Chan avait laissé l'OMS avec 4 assistants directeurs généraux. Donc, on revient un petit peu au standard de Margaret Chan, qui n'était pas si mal que ça. Plus loin en arrière, peut-être 20 ans en arrière, Brundtland a laissé l'OMS avec un budget qui était 4 fois inférieur au budget actuel de l'OMS. Ne me faites pas
dire ce que je n'ai pas envie du tout de dire. Je ne suis pas en train de dire que l'OMS, avec 4 fois plus, a un budget excessif. Non, l'OMS a un budget qui ne dépasse pas le budget des hôpitaux universitaires de Genève. Les Français diraient un gros hôpital de province. Bon, ce n'est pas des budgets colossaux. Si on voulait compenser, si le canton de Genève voulait, parce que les hôpitaux universitaires sont financés par les cantons et par l'assurance maladie, mais si le canton de Genève voulait, ce qu'il ne fera pas et ce qu'il ne souhaite pas et ce qui n'est pas du tout dans ses prérogatives, mais s'il voulait compenser le déficit nord-américain de paiement de 20%, il pourrait le faire. Pour vous dire, ce n'est pas donc du tout le problème. Le problème n'est pas... Bien sûr, il y a un trou dans la caisse, bien sûr, il faut se serrer la ceinture. L'OMS y réfléchit. L'OMS a beaucoup de leviers, parce que, non pas qu'il y ait de gabegie, mais il y a des postes extrêmement coûteux. L'OMS a 123 bureaux pays. C'est peut-être pas nécessaire d'avoir autant de bureaux dans chaque pays. Le Fonds mondial ou Gavi n'a aucun bureau dans aucun pays. C'est possible d'avoir une organisation internationale qui fonctionne avec des bureaux régionaux, avec quelques hubs régionaux, mais peut-être pas avoir 30 personnes temps plein de l'OMS payées à des salaires de Nations Unies au Suriname, par exemple, plus qu'au ministère de la Santé de ce pays. Donc, je pense qu'il y a des économies d'échelle qui vont être faites. Certains disent, par exemple, que certaines activités sont coûteuses à Genève. Genève est une ville chère et devront migrer dans des endroits moins coûteux où l'OMS est implantée, comme à Nairobi ou ailleurs. Donc, c'est possible qu'il y ait en effet ce type de réaction de la part de l'OMS. Et ça, c'est des réactions pas du tout malsaines. Par ailleurs, les pays se sont plutôt engagés, et j'y reviendrai notamment sur la fin de mon exposé, mais se sont plutôt engagés pour soutenir le multilatéralisme et l'OMS, et donc vont augmenter leur contribution, peut-être pas en ce moment parce que pour personne c'est simple, mais la contribution à l'OMS a été promise pour, d'ici 2030, augmenter de façon très significative par les différents pays. Et la Chine a dit aussi qu'elle allait compenser en partie. Donc vous voyez que des pays sont, non pas en embuscade, mais sont simplement défenseurs du multilatéralisme, avec ou sans les Américains. Donc je pense que le départ de l'OMS, le départ des États-Unis de l'OMS, est un problème beaucoup plus grave que le problème budgétaire. C'est un problème d'influence nord-américaine qui est en train de disparaître dans l'organisation. Et ça, c'est grave. Ne nous en réjouissons pas, qui que nous soyons, même si certains d'entre vous peuvent avoir à la fois un inconfort, une gêne ou parfois une rancune contre certaines des politiques nord-américaines, son influence, en particulier sa source d'expertise au niveau international, a été à la fois d'une très grande générosité et d'une très grande efficacité, que ce soit pour les détections d'Ebola ou d'autres maladies émergentes en Afrique de l'Ouest ou au Congo, que ce soit pour un très grand nombre d'initiatives, y compris sur la nutrition, y compris sur le planning familial, la santé de la mère et de l'enfant, y compris sur ce que j'appellerais une culture occidentale, ou en tout cas les bons côtés de la culture occidentale, parfois agaçants, comme par exemple les droits humains ou la démocratie, les soucis de la solidarité internationale. Je ne dis pas que l'Occident est propriétaire de cela, pas du tout, mais c'est vrai que ces valeurs occidentales sont peut-être menacées dans un certain sens. En tout cas, les pays qui peut-être prendront plus de place que jusqu'à présent dans la gouvernance de l'OMS, et qui compenseront peut-être le trou causé par l'absence de l'OMS, pas simplement financier, mais également en expertise et en compétences, ne seront pas toujours aussi préoccupés par les droits humains, la démocratie et la solidarité. Donc voilà, je pense que là-dessus, c'est peut-être plutôt des petits drapeaux rouges qu'il faut mettre pour être vigilant
pour que cette perte d'expertise, d'abord, ne soit pas préjudiciable sur le plan de la sécurité de nos pays et sur le plan de la santé de nos populations, mais aussi ne soit pas préjudiciable en termes, je dirais, de valeurs partagées que nous appelons volontiers, nous les Occidentaux, universelles, et qui parfois sont pas partagées par tout le monde autour de la table. Alors, le dernier point que je voulais donner est un point de grand espoir, c'est l'accord pandémique. J'ai fait exprès avec Yves et Étienne, on a fait exprès de ne pas agender trop tôt cette réunion d'aujourd'hui, parce qu'on voulait au moins attendre l'Assemblée mondiale de la santé 2025, c'est-à-dire la fin du mois de mai, pour pouvoir savoir ce qu'il en était de cet accord pandémique. Vous savez que pendant plus de 3 ans, les diplomates ont négocié l'accord pandémique. C'est pas des médecins qui ont négocié, c'est vraiment les diplomates des différents pays qui ont négocié cet accord. Et c'est très bien, parce que la pandémie, on l'a vu, n'était pas une affaire de médecins, n'est pas une affaire de santé humaine uniquement, mais aussi de santé animale, mais aussi d'environnement de la santé, mais aussi de problèmes sociaux, et puis de problèmes économiques, et puis de problèmes de frontières, de problèmes de transport, des problèmes de commerce. Bref, c'est bien interministériel, et c'est bien aussi quelque chose qui devait de toute façon être pris en charge par des diplomates de façon diplomatique. Et les négociations ont pris du temps. Voilà, c'est pas quelque chose qui devait nous choquer. Les diplomates prennent leur temps parce qu'ils veulent arrondir les angles et ils veulent arriver à un texte qui puisse être suffisamment consensuel pour faire l'accord de toutes les parties et en plus de faire suffisamment consensuel pour qu'ils trouvent un terrain d'entente au sein de leur propre pays pour qu'il puisse être ratifié. Alors, où en est-on aujourd'hui de cet accord? Eh bien, il a été le petit groupe de travail de diplomates dont je parlais, qui l'a élaboré, était piloté par un secrétariat de l'Organisation mondiale de la santé et est arrivé à un texte qui a été un texte d'accord. Et ce texte a été validé à l'unanimité des membres présents de l'OMS, bien sûr, sans les États-Unis et sans l'Argentine. Ça ne veut pas dire qu'il y a 194 membres à l'OMS, ça ne veut pas dire que 192 ont voté l'unanimité, ça veut dire que personne n'a voté contre. Il y a eu des abstentions, puis il y a eu des gens qui n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté simplement parce que le vote n'est pas une pratique courante de l'OMS. Charles, peut-être, ou d'autres autour de la table pourront le commenter, mais en général, peut-être ça vous étonne, mais l'OMS fonctionne par consensus. C'est-à-dire qu'on ne demande pas de vote, sauf si un des pays exige le vote. Et en l'occurrence, la République tchèque a souhaité qu'il y ait un vote, et donc il y a eu vote, et certaines des délégations n'étaient pas du tout comment dire, préparé à l'idée qu'il y ait un vote autour de ce texte et n'avait pas d'instruction de son propre gouvernement et donc n'a pas voté. Parce qu'après, ça va être compliqué. C'est des pays qui auraient voté ça va être compliqué si leur pays ne le ratifie pas. Donc il faut bien qu'il y ait une discussion en interne et ça s'est fait dans une nuit en pleine Assemblée mondiale de la santé. Il n'y a pas eu le temps de pouvoir revenir à son pays et dire qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois voter. Et plutôt que s'abstenir, et encore plus plutôt que de voter contre, ces pays se sont retirés de la salle et n'ont pas voté. Mais tous ceux qui ont voté, et ils étaient nombreux, ont voté favorablement. Voilà. Alors, cet accord, qu'est-ce qu'il donne? Il s'intéresse à la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies. Donc, c'est un accord qui est vaste, qui est très global au sens de son approche. Son approche se veut en amont, prévention, pardon, en amont aussi préparation, bien se préparer, mais prévenir, c'est éviter que ça puisse survenir. Et puis répondre, c'est comment faire pour répondre de façon plus coordonnée, comment tirer des leçons de la pandémie. Je vous ai dit, on n'a pas tiré beaucoup de leçons de la pandémie. C'était un peu injuste parce qu'on a quand même un accord pandémique. Ça, c'est une première leçon. Alors, les diplomates sont fins au bon sens du terme. Hein. J'ai pas de dialogue subliminal derrière. Ils sont fins au sens où ils ont reporté toutes les questions qui fâchent
à ce qu'on peut appeler des COP, enfin à ce qu'on va appeler des COP, Conference of Parties, comme vous connaissez les COP pour le climat, ben, l'accord de Paris du climat, pareil, a reporté à des COP ultérieures qui ont lieu tous les ans et qui négocient à nouveau les sujets qui fâchent ou qui fâchaient au moment de l'accord de Paris, par exemple pour le climat. Là, de la même façon, il y avait des sujets qui fâchaient tellement qu'aucun accord ne pouvait être trouvé et plutôt que bloquer et qu'il n'y ait pas d'accord, ils ont dit ben ça, ce sera précisé dans des COP ultérieures. Et les points d'achoppement sur lesquels les uns et les autres ne voulaient pas qu'il y ait un accord sans qu'ils parlent de ces points-là, et qui étaient des points qui fâchaient, ont été réglés, mais vraiment à la toute dernière minute, en pleine nuit. C'est un accord sur le transfert des technologies. En fait, les Européens voulaient qu'il soit écrit que ce transfert soit volontaire. Et les pays du Sud disaient, mais non, si c'est volontaire, on sait ce qui s'est passé pendant la pandémie. On va avoir à nouveau les miettes de ce que vous ne voulez pas ou de ce qui est à moitié périmé dans vos pays. Et donc, on ne veut pas que ce soit marqué volontaire. Sur ce mot-là, l'accord a failli capoter. Sur le mot volontaire, parce que les Allemands et les Suisses en particulier, très poussés par leur industrie pharmaceutique, les délégations étaient évidemment indépendantes et étaient des délégations de diplomates, mais il y avait derrière une voix très forte exprimée par l'industrie pharmaceutique qui a dit, mais si ça nous est imposé, nous, on ne veut pas. Et donc, Allemagne comme Suisse ont failli faire capoter l'accord. Vous voyez, donc ce n'est pas les États-Unis qui ont failli faire capoter l'accord. Allemagne et la Suisse ont failli faire capoter l'accord parce qu'ils ont dit, nous, c'est ligne rouge, il faut qu'il y ait marqué volontaire. Et les pays du Sud ont dit, s'il y a marqué volontaire, nous, c'est ligne rouge et on ne signera pas. Et on ne savait pas comment se sortir de cela. Il est vrai, pour l'industrie pharmaceutique, il faut comprendre que le transfert de technologie, ce n'est pas d'amener, comme Gavi l'a fait pendant COVAX, du vaccin aux pays d'Afrique subsaharienne. C'est de construire en Afrique des usines qui permettent de fabriquer du vaccin. Comme disent les Chinois, apprenez-moi à pêcher des poissons plutôt que de me donner des poissons. Donc c'était ça l'enjeu, c'est ça le transfert des technologies qui est écrit dans l'accord. Et il faut qu'il y ait un petit peu d'huile dans les rouages pour transférer les technologies. Parce que ce n'est pas les diplomates qui vont transférer les technologies, c'est bien l'industrie pharmaceutique. Il faut qu'elle ait envie de le faire. Donc elle voulait que ce soit sur une base volontaire, et quelque part, on peut les entendre. Mais si ça t'écrit ainsi, et clairement, on peut aussi entendre que les pays du Sud se disent on va être floués une nouvelle fois. Des Brésiliens ont trouvé la solution et ont proposé une formulation qui enlève le mot, qui raye le mot volontaire, qui n'est plus dans l'accord, et qui mette qu'il y a de part et d'autre une volonté mutuelle d'avancer. Donc voilà, des termes, une terminologie que vous pourrez regarder en anglais, en français, qui a été pesée très lourd, très, avec beaucoup de précision et de finesse, et qui a permis d'avancer. Et le deuxième point d'achoppement, puis je m'arrêterai là-dessus, bien sûr, mais le deuxième point d'achoppement, c'est un point qui vient, alors, il vient des pays du Sud, mais c'est une introduction assez tardive dans le processus de négociation, ce n'était pas du tout dans la première mouture, c'est l'Europe a voulu introduire le concept et l'approche One Health. One Health, c'est l'approche une seule santé. Vous avez tous entendu peut-être parler de cette approche One Health, et en fait, l'Europe voulait mettre ça. Et les pays africains, pas uniquement africains, vous allez voir pourquoi, les pays asiatiques également, ont eu très peur de cette histoire, encore une de ces histoires un peu européennes. Ils nous ennuient avec leur approche One Health. Pourquoi est-ce que ça ennuie les pays du Sud? Parce que l'approche One Health, c'est de dire attention à vos marchés avec volailles vivantes ou avec animaux vivants, marchés qu'il y a beaucoup dans les pays du Sud, parce qu'ils sont des facteurs potentiels d'émergence épidémique. On ne sait pas très bien l'origine du Covid, mais certains ont parlé de marché quand même de Wuhan, et notamment du marché de rongeurs en particulier, mais de mammifères vivants, peut-être illégaux, mais mal contrôlés visiblement par la Chine. La Chine n'avait pas envie qu'on se préoccupe trop de ça, parce que s'il y a un accord et qu'il est signé, après il peut y avoir des missions d'inspection, etc. Et donc, ils ne voulaient pas qu'il y ait cette approche One Health. Mais en fait, finalement, on a laissé suffisamment je dirais, de souplesse dans le texte pour rassurer les parties et que tout le monde accepte qu'il y ait quand même
une approche One Health, parce que sans cette approche One Health, il est vrai qu'on aurait eu une vision beaucoup trop sanitaire du problème, alors que quand même 70% des émergences épidémiques aujourd'hui viennent des animaux, et il fallait absolument avoir cette vision holistique de la santé. Voilà, c'est pour vous dire que cet accord pandémique, il souligne la vitalité du multilatéralisme aujourd'hui même. En mai et juin maintenant 2025, on a été capable de faire un accord à l'unanimité des parties qui maintenant va être ratifié. Il faut que 60 pays l'aient ratifié pour qu'il entre en vigueur. Donc il n'est pas encore en vigueur, l'accord pandémique. Mais on peut espérer, il y a plus de 120 pays qui ont signé, qui ont signifié leur accord, voté leur accord positivement. On peut espérer que les 60 pays, assez rapidement, au moins dans l'année qui va venir, vont ratifier cet accord pandémique et que l'on aura une meilleure prévention, une meilleure préparation, une meilleure réponse aux pandémies. Et ça, je pense que c'est quand même à l'actif du multilatéralisme et de la vitalité du multilatéralisme. Voilà, je m'arrête là. J'ai vu juste un point et je vais y revenir avant même que vous posiez la question, parce que je l'ai vu passer dans un message, la tuberculose, vous avez tout à fait raison et je l'avais marqué. Je suis d'accord que ça fait partie, je ne l'ai pas dit parce que la tuberculose n'est pas éliminée de nos pays développés. On ne peut pas le mettre exactement sur le plan du choléra et du paludisme. Ce n'est pas véritablement une maladie éliminée pour lequel on n'a pas fait le job jusqu'au bout, mais quand même, vous avez tout à fait raison. Je suis d'accord, quand même, il n'y a pas de paludisme, il n'y a pas de tuberculose en dehors de couches très défavorisées de la population dans les pays riches. Et donc, c'est vraiment la tuberculose est aussi, enfin, peut-être que des gens plus compétents que moi, et je vois Étienne qui opine du chef, donc peut-être que si, il y a peut-être de la tuberculose chez les médecins et les étudiants en médecine ou les infirmières, mais grosso modo, c'est quand même une maladie à très, très violent gradient social, on va dire, à mon avis, enfin, vous commenterez là-dessus, et qui peut être assimilé, je suis d'accord, moi, pour ma part, en tout cas, à ce paquet de maladies pour lequel on n'a pas eu peut-être la résolution qui visait son élimination, d'autant plus que l'un des grands facteurs de transmission, c'est l'air, puisque c'est par aérosol que se transmet la tuberculose, et qu'une une meilleure qualité de l'air que l'on respire, notamment de l'air intérieur, probablement pourrait beaucoup limiter la tuberculose, par exemple dans les prisons ou dans les hôpitaux. Voilà, j'ai complètement fini et je suis à vous pour les questions. Merci Antoine pour tout ce survol tout à fait intéressant parce on avait besoin d'une vision un peu géopolitique générale qui nous manque souvent. Alors, la discussion est ouverte. Qui veut intervenir? Oui, Paul, Paul Oui, Desmond. merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Flao. Merci infiniment de tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. Et surtout, je dirais, de ne pas nous donner envie d'aller nous pendre ou nous noyer dans le premier canal, je suis en Belgique, et finalement de nous donner quelques espérances que finalement on peut transformer des mauvaises nouvelles en opportunités, comme vous nous l'avez très très bien expliqué. Merci pour ça. Ma question, c'est, je suppose que il y a moyen d'accéder déjà à cet accord pandémique via l'Internet, première question. Et deuxième question, j'étais très interpellé par les chiffres que vous donniez pour nos pays européens qui diminuent également leur pourcentage à l'ODA, comme le Royaume-Uni, la France et la Belgique. Et c'est la Belgique qui m'intéresse évidemment aussi à titre particulier. Est-ce que ces diminutions sont déjà effectives ou bien est-ce que c'est euh, donc quand vous dites que ça a diminué, on parle de quelle période? Est-ce que c'est déjà effectif? J'ai bien compris, si j'ai bien compris, l'OMS c'est pour janvier 2026 sur le plan concret, mais donc il y a d'autres pays qui ont déjà diminué leur aide, j'imagine. Et alors ma question c'est est-ce que on peut trouver dans la littérature scientifique ou politique, euh, l'impact que ces diminutions ont déjà eu sur la santé mondiale. Où est-ce qu'on peut trouver
des données par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des sources de données que vous conseilleriez ou voilà, qu'on pourrait partager? Merci en tout cas infiniment. Moi, j'ai appris personnellement beaucoup de choses. Je peux répondre peut-être, Étienne, Oui, ou tu oui, préfères? oui, Oui, bien sûr. d'accord. Alors, merci pour vos commentaires. Alors, je vais, à la suite de notre réunion, je vous donnerai un lien. En effet, bien sûr, l'accord pandémique est disponible, on peut le consulter. Euh, sur les chiffres que je vous ai donnés, c'est ceux de 2025, euh, les baisses attendues. Alors, c'est très bien que vous posiez la question parce que j'ai un petit bémol à mettre sur ces baisses qui concernent la Belgique ou qui concernent... En fait, pour vous dire, au moment du... D'abord, l'ODA a considérablement augmenté depuis 10 ans. Et considérablement. La courbe était exponentielle. Donc, on a quelque part on est sur un petit accident quand on regarde la courbe qui apparaît et qui est désolant, mais on est sur une très très forte augmentation. Pour vous dire, je vous ai parlé de 200 milliards de dollars d'ODA. Il y a 10 ans, on était à 100 milliards. Hein. Donc ça a doublé en 10 ans. Deuxièmement, il y a eu une augmentation très forte de l'ODA pendant la pandémie. Ne serait-ce que, par exemple, quand on donnait des médicaments dans le programme COVAX pour les pays à faible niveau de revenus, c'était bien sûr une partie d'ODA de la part des États qui donnaient. Et donc, on peut dire qu'on s'attendait tous de façon assez normale, si je puis dire, qu'il y ait un ajustement post-pandémique parce qu'un certain nombre de dépenses n'avaient plus lieu d'être. Plus de vaccins contre le Covid, plus un certain nombre d'amortisseurs qui avaient été financés par les pays riches en direction des pays pauvres qui, bien sûr, ceux qui étaient les plus utopistes poussaient pour que cet effort qui avait été fait soit maintenu et continue en faveur des pays les plus pauvres, en particulier parce que les conséquences du réchauffement climatique sont beaucoup plus sévères dans les pays les plus pauvres de la planète que dans les pays les plus riches qui sont les plus gros émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Mais ce sont des postes différents de l'ODA et ça n'a pas été entendu comme message, mais par aucun des pays. C'est ça que je veux dire. Mais cette correction, elle était attendue et quelque part, le moins 25% des Belges n'est pas totalement une sorte de populisme ambiant, c'est aussi un ajustement. Et à partir du moment où des programmes sont terminés, la ligne revient à zéro de façon assez mécanique. Voilà. À part une sorte de volonté politique de vouloir prendre cette ligne pour la réaffecter à autre chose, il était attendu que cette ligne baisse. Donc voilà. Et puis, oui, il y a eu, alors sur la baisse de l'ODA, de USAID, pardon, de la partie USAID, c'est de l'ODA nord-américaine sur la santé en particulier. USAID n'est pas que sur la santé, mais il y a eu un rapport qui a été fait par l'USAID elle-même. Euh, cette personne qui a fait ce rapport, qui s'appelle Henrich, l'a publié sur le site de USAID. Pendant la nuit, l'USAID a bloqué le lien et a mis en congé administratif la personne. Très courageuse. On peut juste louer cette personne, parce que le New York Times a eu le temps de pomper l'ensemble du rapport et de le publier. Et donc, il est sur les réseaux sociaux. Et alors, c'est pareil, j'essaierai de vous le transmettre. Il est également disponible et il est très intéressant parce qu'il donne, maladie par maladie, le nombre de cas de paludisme. C'est triste à mourir, hein, ce rapport. Vous parliez de se pendre à la fin. Il est triste à mourir parce qu'il donne en fait les estimations simplement pour l'année 2025 du nombre de cas de poliomyélite qui va ressurgir, du nombre de cas de paludisme et de morts chez des enfants de moins de 5 ans qui vont survenir à cause de la baisse de USAID, du VIH, etc. Donc oui, ça a été chiffré et ça a été chiffré avec précision. Il y a eu depuis aussi d'autres publications, il y a toute une vigilance internationale qui se fait pour essayer de regarder ce que va coûter en vie humaine et en morbidité et en risque pour tout le monde, y compris pour les Nord-Américains, cette baisse et ce désengagement essentiellement nord-américain, mais comme je l'ai dit aussi
que l'on peut retrouver par d'autres pays. Oui. Charles, tu as levé la main. Merci Antoine pour ce magnifique panorama de la santé dans le monde avec ses hauts et ses bas. Et là, j'avais une question, une proposition à faire. Mais avant ça, quand même, une petite référence à l'OMS parce que tu en as beaucoup parlé. Comme j'y ai passé 30 ans de ma vie professionnelle, je dois reconnaître qu'effectivement, le retrait de l'aide américaine est quand même très significatif. Je me souviens d'un des meilleurs projets que j'ai initié quand j'étais à Genève. J'ai pu le mettre à bien précisément avec l'aide de fondations américaines et je veux dire que les retombées de ce projet se retrouvent encore maintenant. Donc voilà, c'est quand même dommage. Mais le beau côté quand même, c'est de savoir qu'il y a aux États-Unis un niveau d'expertise avec lequel on peut quand même s'exprimer malgré les dollars qui ne suivraient pas. Mais ma question est la suivante, c'est un peu enfin, une question de réflexion. C'est vrai que le panorama de la santé que tu nous fais, il y a des bons côtés avec les progrès de la science médicale, mais il y a aussi quand même une fragilité. Et tu l'évoques toi-même par différents biais. Alors je me demande s'il ne faudrait pas réfléchir à comment faire intervenir d'autres moyens, d'autres leviers que les ministères de la Santé et le côté strictement médical ou sanitaire, sachant que les déterminants de santé sont considérables, évidemment économiques, culturels, environnementaux, politiques, que sais-je, et que ça a une influence croissante sur les populations en plus vieillissantes. Alors je ferai référence aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Je ne sais plus s'il y en a 14 ou 15, mais il y en a 4 qui ont rapport avec la santé et d'autres qui sont très corollaires à la santé, puisque on parle d'éduquer les femmes, on parle évidemment de toutes sortes d'activités qui ont des influences sur la santé. Mais en lisant le dernier rapport des Nations Unies sur les ODD et un rapport intermédiaire, il conclut en gros que l'objectif des objectifs de développement durable en 2030 ne sera pas atteint. Bon, ça, on pouvait peut-être s'y attendre parce qu'ils étaient très ambitieux, mais l'explication est intéressante parce que tout à la fin, dans un langage quand même diplomatique, bien entendu, ils ont laissé dire que c'est un peu de la faute des gouvernements et surtout des principaux acteurs de santé. Ils utilisent le terme stakeholders. Et bon, dans notre langage, on pourrait dire les parties prenantes. Et justement, je me demande dans quelle mesure, pour améliorer la santé dans le monde, on ne devrait pas compter sur ces différents acteurs qui, en ce moment, conduisent des politiques particulières, partisanes, et que notre système de santé soit relativement fragmenté. Vous avez les universités avec les facultés de médecine, vous avez les ARS en France ou les autorités de santé publique, vous avez les associations des professions de santé, vous avez toutes sortes d'activités citoyennes intéressantes, mais il est important que l'on puisse trouver des synergies entre ces différents acteurs et c'est peut-être comme ça qu'on pourra faire des progrès. Maintenant, imaginez un contrat de santé mondial dans lequel ces grands différents acteurs pourraient s'impliquer, c'est un peu compliqué. Mais j'ajouterais ceci, que dans la francophonie, il y a quand même un réseau, voilà, je fais un peu de publicité, hein, dont je suis actuellement le président, et qui s'appelle le RIFRES, le Réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé, dont l'ambition est de convaincre juste précisément ces différents acteurs, universités, associations professionnelles, autorités publiques, etc., à se mettre d'accord et à partager un corps de valeurs qui permettent de créer des synergies, d'abord dans un territoire, progressivement, et ensuite au niveau national, si cette expérience est salutaire. Mais enfin, ma question très générale, Antoine, c'est pour te dire, est-ce qu'il ne pourrait pas imaginer que dans l'avenir, on fasse la promotion d'un espèce de contrat dans la santé mondiale pour qu'interviennent dans la santé beaucoup plus activement et clairement toutes les grandes forces qui aujourd'hui ont une influence sur la santé, le bien-être des populations. Étienne, je peux répondre aussi, hein. Oui, bien sûr.
Merci. Alors, merci Charles pour ces commentaires. Euh, Ça me permet peut-être de rebondir sur une des questions, c'est Jamila qui l'avait posée sur l'OMS. Pourquoi l'OMS dépend-elle que de certains pays? Pourquoi ne pas généraliser à tous les pays qui peuvent aider? Euh, en fait, euh, En fait, ce qui est intéressant dans le modèle euh, multilatéral, c'est justement le fait que chacun des pays a une voix. À l'Assemblée mondiale, chaque pays a une voix. Samoa a autant de poids finalement que les États-Unis. C'est ce qui agace évidemment les plus gros contributeurs, mais le gros contributeur n'a pas de voix supplémentaire et il le sait. Alors, c'est partiellement vrai. On imagine bien qu'il y a des réseaux d'influence. On sait très bien que le Commonwealth, c'est un réseau d'influence. La francophonie en est un autre. Les États-Unis et la Chine ont chacun leur influence. Bon. Mais malgré tout, la Russie et le bloc de l'Est, pendant un certain moment, avaient beaucoup d'influence. Bon. Euh, En termes de contribution, en fait, il y a des contributions qu'on appelle euh, assessed contribution, des contributions qui sont basées sur le produit intérieur brut des pays. Ce que contestaient les États-Unis, c'était que la règle de l'OMS était un tout petit peu obsolète, et ils n'avaient pas tort. Hein. Sur le plan comptable, elle était un peu obsolète, c'est-à-dire qu'elle continuait à classer la Chine, par exemple, dans les pays relativement pauvres, à faible niveau de revenu, alors qu'elle elle est devenue le deuxième PIB mondial et qu'elle n'est pas du tout dans le top 10 des pays, non seulement en ODA, mais également en contribution de l'OMS. Donc, dans les contributions obligatoires. Après, il y a les contributions volontaires et les États-Unis, quand on cumule les deux, sont pour la contribution obligatoire le premier pays contributeur et pour la contribution volontaire le premier contributeur également. Donc, quelque part, cette règle, elle est très juste, c'est-à-dire qu'elle est basée sur le produit intérieur brut. Si vous avez des très faibles niveaux de revenus dans votre pays, ben, vous ne pouvez pas contribuer. Ce que l'on peut voir, c'est que les problèmes d'aujourd'hui ne vont pas affecter les pays de la même façon. C'est-à-dire que les pays d'Afrique qui aujourd'hui ont beaucoup amélioré leur niveau de revenus, sont sortis vraiment de ces très faibles niveaux de revenus, comme le Nigeria, comme l'Éthiopie, comme le Kenya, comme l'Afrique du Sud, bien entendu, le Maroc, l'Égypte, sont des pays qui vont probablement tirer des leçons, en tout cas utiles, de ce désengagement. Ne pas pouvoir compter sur USAID va faire qu'ils vont davantage contribuer à la santé de leur population sur leur propre produit intérieur brut. Donc ça, c'est une des choses qui va arriver. Mais pour les pays les plus pauvres, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et beaucoup d'autres, ce ne sera pas possible. Ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui. Donc, ce sera un vrai problème. Je suis tellement d'accord avec ce qu'a dit Charles sur les objectifs du développement durable, dans cette approche qu'il a des déterminants de la santé qui ne sont pas que médicaux et même du secteur de la santé. Il a parlé de l'éducation et c'est extrêmement important, le revenu aussi, mais beaucoup d'autres des déterminants sont des déterminants très très importants pour la santé et ne sont pas des déterminants uniquement médicaux. J'aime bien aussi ce rôle des acteurs. Alors, une chose qu'on n'a pas dite, c'est qu'il y a des acteurs très contributeurs pour l'OMS, nord-américains. Eux continuent à l'être. La Fondation Gates est le deuxième contributeur de l'OMS. Deuxième, juste après les États-Unis et avant tous les autres pays. Donc, quelque part, on a des contributeurs très puissants qui, qui sont vus parfois avec un petit peu de méfiance. C'est pas tellement qu'il faut. Gaël, je crois que vous avez enlevé votre mute. Julie Gaël, je vous entends. Je ne peux pas intervenir. Eh oui, c'est pas grave. Et donc, voilà. Donc, là, ça devient difficile. Gaël, s'il vous plaît. Julie Gaël. Voilà, non, tu croyais?
Gaël, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, juste pour dire, donc, ces acteurs certains acteurs donc, sont très puissants. Parfois, ils orientent, ce qui est logique, ils n'ont aucune voix à l'Assemblée mondiale de la santé. Donc, la Fondation Gates, on peut lui rendre cet honneur, c'est qu'il est bienfaiteur de l'OMS et il n'a aucune voix, en tout cas, sur les décisions prises par le seul corps décisionnaire de l'OMS, qui est l'Assemblée mondiale de la santé. Maintenant, il peut ne donner son argent que pour telle ou telle mesure. Il est par exemple très engagé dans l'éradication de la poliomyélite. Vous pouvez leur reprocher et dire pourquoi ils ne s'investissent pas plus sur le diabète. Voilà. Eh ben, il faut trouver un donateur qui s'investit sur le diabète ou sur la santé mentale. Maintenant, ça c'est le travers évidemment de donateurs. Mais c'est vrai des contributions volontaires des États. Quand les États sont contributeurs volontaires, ils ne donnent pas en plus pour le fonctionnement de l'OMS, ils donnent en plus pour telle ou telle action ou programme de l'OMS. Et ça, on peut trouver ce que l'on veut, mais je trouve que c'est du plus, c'est pas du moins, il faut le voir de façon, à mon avis, extrêmement positive. Bien sûr, l'OMS peut se prendre un overhead parce que ça génère des dépenses de l'OMS et elle le fait et les contributeurs le savent et c'est possible. Simplement, c'est pas du mécénat pur, ils veulent que leur mécénat soit orienté. Voilà. J'aime beaucoup et j'ai beaucoup confiance que quelqu'un comme Charles soit leader sur un sujet comme la francophonie parce que il est un homme du multilatéral, c'est-à-dire respectueux de toutes les composantes et il n'a pas d'agenda caché pour pousser tel ou tel réseau d'influence. C'est la francophonie qui l'anime et c'est ça qu'on peut vraiment aimer dans l'utopie multilatérale onusienne, c'est qu'elle est une utopie qui est extrêmement respectueuse, chacun a une voix. Voilà. La voix de la France ne pèse pas plus dans l'organisation francophone de Charles Baudin. Nous partageons ton avis. Jacques. Oui, oui, je m'associe complètement au dernier commentaire d'Antoine. Je voulais d'abord remercier Antoine parce que c'est vrai que toute son introduction sur les bienfaits du multilatéralisme en matière de santé et les progrès que ça a conduit à faire dans le siècle dernier, quoi, tout au cours du siècle dernier, c'est bien de rappeler, il y a quand même des, des partisans du c'était mieux avant et de l'organisation de la santé, et on soignait bien aussi sans attendre les progrès, etc. C'est bien de rappeler les chiffres comme tu l'as fait, c'était bien. Oui, la question, bah, ça tombe bien parce qu'une des questions, c'est que je voulais savoir si les donateurs privés étaient intervenus dans le fait que tu as rappelé que l'ODA avait doublé dans les 10 dernières années. C'est vrai que pendant un moment, il y a eu une épidémie des grandes fortunes qui se mettaient à quand même céder une partie de leur fortune dans des actions, et la Fondation Gates, bien sûr, tu parlais je sais pas, tu parlais du Covid, de la tuberculose, de la polio, mais nous, dans le paludisme, c'est sûr on a beaucoup profité de la Fondation Gates pour avancer un petit peu dans la recherche sur le palu. Et donc, je voulais savoir s'ils pouvaient aussi participer au financement de l'OMS et si ça intervenait dans le calcul de l'ODA ou si ça restait uniquement les donations des différents États. Et enfin, l'accord sur les pandémies dont tu parlais également, je voulais savoir si c'était un accord très contraignant pour les États et s'il y avait des mesures qui pouvaient être évaluées tous les ans ou je ne sais pas dans quel délai, et si quel était le pouvoir de l'OMS pour pouvoir faire appliquer ce genre d'accords internationaux. Merci encore pour ton optimisme quand tout le monde panique. C'est pas la première fois. Merci, Jacques. Si je peux, oui, donc je peux répondre, hein, Étienne. Oui, Alors, oui. merci parce que, en effet, c'est important de clarifier les choses. Non, l'ODA, c'est l'aide officielle au développement et donc ça ne concerne pas les aides privées.
Donc c'est vraiment l'aide des États. Elle peut être de différents flux certains, comme je vous ai dit, et dans ce qu'on appelle les OOF, les autres aides, mais c'est une aide. Alors, dans l'aide au développement, enfin, pardon, oui, dans l'aide officielle au développement, il y a de l'aide à l'Ukraine, par exemple, bien sûr, hein, donc qui a augmenté pour l'Ukraine, pas l'armement, voilà, mais l'aide pour les Ukrainiens, pour les réfugiés, etc., ça fait partie, bien sûr. Donc, ce n'est pas uniquement Nord-Sud, en tout cas, hein, on est bien d'accord. En fait, il y a un comité d'assistance qui se charge de, je dirais, de discuter autour de cela, qui s'appelle le DAC, le Development Assistance Committee, et qui est essentiellement constitué des pays de l'OCDE. Donc, il y a toute une organisation de l'aide au développement, hein. C'est quelque chose de très codifié et de très organisé. Alors, les grandes fortunes peuvent-elles compenser les déficits, ou les déficits, en tout cas les coupures budgétaires des États? Il ne faut pas trop rêver, parce que non, elles ne peuvent pas, tellement les montants sont élevés, mais elles sont évidemment très sollicitées. Le problème parfois qu'elles rencontrent, et qui est complexe, c'est qu'elles s'étaient engagées parfois sur des euh, protocoles qui étaient conjoints. D'ailleurs, c'est un des problèmes que rencontre MSF. Vous savez, on a reproché beaucoup à Médecins sans frontières, enfin on a reproché, oui, on a reproché, on l'a critiqué parce qu'elle avait refusé l'aide gouvernementale de toutes sortes, pas seulement des Américains, même des Européens. L'une des raisons, c'était qu'elle estimait que les Européens avaient des parts de responsabilité dans la gestion inhumaine des réfugiés de Libye et de Turquie, qui sont des réfugiés d'Afrique, qui veulent venir, vous savez, en Europe et qui sont bloqués par ces camps de réfugiés et où ils sont traités de façon très inhumaine selon les rapports de Médecins sans frontières. Et donc, Médecins sans frontières ne voulait pas, d'une part, demander de l'aide européenne pour s'occuper, d'autre part, de ce qui était provoqué par l'aide européenne, puisque ces camps de réfugiés sont financés par l'Union européenne. Enfin, toujours est-il que, en ayant cette politique extrêmement indépendante des États, MSF ne repose que sur les dons privés des différents citoyens. Elle a une très forte indépendance et elle n'est pas du tout concernée par ces coupures budgétaires. Mais ce n'est pas vrai non plus. Parce qu'en fait, beaucoup des programmes, par exemple, d'aide contre le VIH, utilisaient non pas les fonds de USAID, mais des partenariats bâtis avec USAID qui ont décidé du jour au lendemain de s'en aller. Enfin, ils ont décidé, les gens n'étaient plus payés et sont repartis chez eux, quoi. Et ils étaient sommés de repartir chez eux. Et donc, du coup, un certain nombre de programmes souffrent même si la coupure n'est pas totale. La moitié reste. Alors, c'est très compliqué, quoi. Vous pouvez avoir des tonnes de médicaments qui sont restés sur place. Si vous n'avez pas d'infirmières et de médecins pour les administrer et les prescrire, ça ne sert à rien. Et ils vont pourrir sur place. Et c'est une grande tristesse. Donc, oui, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les grandes fortunes bienfaitrices et donatrices s'organisent pour dépendre le moins possible de ces aides. Et ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans 4 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, les États-Unis reviennent sur leur aide et redémarrent leur aide au développement. C'est un cycle quelque part, voilà. Mais en réalité, beaucoup de pays pauvres qui dépendaient de cette aide s'aperçoivent que leur dépendance est une addiction dangereuse finalement lorsqu'elle vient à se tarir et vont probablement tirer les leçons là-dessus, même si un chèque fait toujours plaisir à recevoir, mais pas sous une forme qui puisse risquer ce qu'ils sont en train de risquer aujourd'hui. Je pense par exemple au programme VIH en Afrique du Sud. Je pense que ce sera terminé, il n'y aura pas de ce genre de choses. Et je me souviens par exemple que Gavi, à Gavi, par exemple, les programmes vaccinaux, l'aide américaine, elle est conditionnée au budget nord-américain et au fonctionnement des États-Unis, et ça peut être que des aides annuelles. Et les États disaient déjà, nous, on ne veut pas d'une aide annuelle, parce qu'on ne veut pas dépendre d'un gouvernement américain.
On veut donc, et donc Gavi a été obligé de travailler, et ce que font les Américains, ce que faisaient les Américains, parce qu'ils ont arrêté, mais ils remboursaient les emprunts de crédit qui avaient été octroyés à Gavi largement par des banques, qui, parfois des banques comme la Banque mondiale d'ailleurs, mais qui savaient que les États-Unis financeraient, ne s'arrêteraient pas au bout d'un an. Enfin, ils l'espéraient. Et donc là, on risque d'avoir des cessations de paiement et parfois des problèmes, y compris chez des très très gros opérateurs comme Gavi ou comme le Fonds mondial. Bon, pour l'accord pandémique, oui, il est contraignant. C'est un accord contraignant comme peut l'être l'accord de Paris. Donc oui, il y a en effet, et c'est ça que je pense, la conférence des parties va de plus en plus affiner, parce que ça, c'est des choses qui fâchent, mais c'est un accord contraignant. Il n'y a pas encore, par exemple, moi je voulais, j'appelais de mes voeux que l'OMS puisse avoir des missions d'inspection, qu'on puisse inspecter les pays vis-à-vis, par exemple, du respect du règlement sanitaire international, comme on inspecte lorsqu'il y a un problème avec un traité nucléaire qui n'est pas respecté. Vous savez que les missions de non-prolifération de traités nucléaires qui ont été signées par les différentes parties permettent à des missions de devenir indépendantes, désignées par l'organisation internationale en charge du traité, et qui débarquent en Russie, en Ukraine, aux États-Unis pour vérifier qu'il n'y a pas telle ou telle contamination, etc. C'est pas possible. L'OMS n'a pas pu le faire pendant la pandémie en Chine, elle ne pourrait pas le faire. Elle le fait quand les pays sont demandeurs, mais elle ne peut pas le faire très souvent en République démocratique du Congo ou quand il y a une émergence épidémique quelque part dans le monde, mais elle ne le fait pas contre l'avis d'un pays. D'accord, merci. Je vais être obligé de partir. Juste une chose, on a vu que Monsieur le Président Trump était un peu versatile. On peut peut-être espérer que dans les 3 ans qui viennent, il fasse marche arrière et que l'USAID puisse recommencer à travailler. Mais bon, c'est un Oui, vœu. oui, non, 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 je suis d'accord. Il y a eu beaucoup d'allées et venues et il y a des gens très optimistes qui disent ils ne sont pas partis de l'OMS. Alors, juste pour dire, c'est pas que le budget 2026. En fait, ils ne donneront rien en 2025 et ils n'ont rien donné en 2024. Ah L'OMS oui, n'a pas été très prudente. Sous l'administration Biden, elle aurait ah ouais, dû ouais. exiger que le chèque soit payé avant la fin du La mandat. fin du mandat, ouais. Et elle ne l'a pas fait, et malheureusement, l'OMS n'a pas été honorée. C'est ce qui fait qu'elle est dans une situation financière un peu délicate, c'est qu'en fait, il y a 2 années, 2 exercices qui ne seront jamais réglés, hein, même malgré l'engagement. Voilà. Alors, oui, probablement, on connaît les inimitiés très fortes de Donald Trump avec l'actuel directeur général de l'OMS Ouais. et qui partira dans 2 ans. Peut-être que les choses changeront, j'en sais rien. C'est pas sûr que ce soit si personnel. Et puis par ailleurs, on ne sait pas. On ne voudrait pas peut-être qu'il y ait des arrangements sous la table qui soient trop opaques. Et donc voilà. Donc je pense que ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'attendent tous les autres pays, c'est que l'OMS fasse sa réorganisation, coûte moins cher, de façon à ce que on puisse revenir sur la table à moindre coût. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. D'accord. Merci encore et à Merci bientôt, Jacques. Antoine et Au les autres. revoir. Au revoir. Antoine, est-ce que je peux poser une dernière question concernant l'OMS, justement, parce que tu as beaucoup parlé de réorganisation de l'OMS. Tu as parlé de la diminution du personnel, des engagements, etc. Et ça me fait penser, on a eu 2 conférences récemment sur la mortalité maternelle. Et ce qui avait été fixé par l'OMS ne sera pas tenu, on en sera très très loin. Les engagements ne vont pas être respectés, ils ne peuvent pas être respectés. Alors, quand on nous a, moi qui suis un petit peu loin de ces problèmes-là, j'ai découvert que l'OMS avait fourni des grilles extrêmement sophistiquées pour évaluer la mortalité maternelle, son évolution, etc., mais que ces grilles étaient totalement inapplicables. Ça voulait dire que les gynécologues obstétriciens et les gens de santé publique au Burkina ou au Rwanda ou je ne sais où allaient passer leur vie à remplir tout cela, alors que c'est peut-être pas leur fonction première. Donc c'est extrêmement compliqué. Alors est-ce que la solution, c'est, en écoutant Charles tout à l'heure, il est parti parce que je sais qu'il a une autre réunion,
Charles a parlé de contrat avec la société finalement. Est-ce que c'est pas ça la solution? C'est-à-dire de remettre entre les mains, entre les praticiens, entre les gens de terrain, en leur disant, écoutez, voilà, il faut diminuer, nous allons diminuer la mortalité maternelle, voilà ce que nous proposons dans notre pays compte tenu de tel et tel facteur, et non pas remplir des grilles qui viennent de Genève. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu Alors, provocateur ce que je te dis, hein. non, 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 c'est pas pour que Odile se rassure, on ne l'oubliera pas, hein. On lui donnera la parole après. Oui, alors pour l'OMS, en réalité, le rôle, il y a toujours eu débat au niveau de l'OMS sur quel doit être le rôle vrai de l'OMS. Et le rôle, la mission première de l'OMS, c'est une mission normative, c'est-à-dire de fixer des recommandations, enfin, pas des règles, parce qu'elle n'a pas de pouvoir supranational. L'OMS ne peut pas demander à quiconque de remplir des grilles. L'OMS peut juste produire des grilles et dire aux États, nous vous recommandons, et le nous, c'est généralement un club d'experts. L'OMS a un fonctionnement, a eu un coup de génie dans son fonctionnement en instituant les centres collaborateurs de l'OMS. C'est-à-dire que elle a elle lance une sorte d'appel à toute la communauté médicale et scientifique pour devenir centre collaborateur de l'OMS. Chacun peut devenir. Moi, j'étais directeur d'un centre collaborateur de l'OMS quand j'étais à l'INSERM. Et à Genève, on en a plusieurs sur des différentes thématiques. Mais ce n'est pas du tout automatique. Il faut postuler. Et puis, une fois qu'on a postulé, on remplit un dossier et ce dossier est validé ou ne l'est pas. Et l'OMS décide, et l'OMS ne vous donne pas une rente de situation. D'abord, elle ne vous donne aucun argent. Vous n'avez pas du tout d'argent, donc ça ne coûte rien à l'OMS que son petit groupe, son petit jury qui détermine si oui ou non on est centre collaborateur et combien de temps on peut le rester. Et puis tous les 4 ou 5 ans, on est réévalué. Euh, Grâce à ces centres collaborateurs, dans différents domaines, eh bien, il y en a certainement dans le domaine dont tu parles, la santé maternelle, et ils se réunissent, et c'est vraiment une expression bottom-up que tu appelles de tes voeux, c'est-à-dire que c'est vraiment des praticiens de terrain et des pays concernés, parce qu'en plus, l'OMS a fait très attention sur le plan, non pas géopolitique, mais sur le plan de la distribution géographique de ces centres collaborateurs, qu'il y en ait autant dans tous les pays du monde, de façon à ce que l'expertise vienne de partout et qu'elle ne soit pas qu'une expertise, bien sûr, nord-américaine ou occidentale. Mais on va malheureusement ne plus avoir à disposition l'expertise américaine. Mais ces centres font et produisent ces normes. Et en fait, en réalité, il y a extrêmement peu de critiques de l'OMS sur ces normes et sur ces recommandations. L'OMS est critiquée davantage sur des aspects qui sont hors de ses missions habituelles ou régaliennes. C'est lorsque l'OMS, par exemple, a lancé des actions sur le terrain de lutte contre les épidémies ou l'OMS ne vaccine pas, c'est l'UNICEF qui vaccine, mais lorsqu'elle lance des missions qui sont un petit peu en dehors de ces terrains de compétences, d'abord ça lui coûte extrêmement cher, elle n'a pas les moyens de le faire et elle le fait toujours pas très bien, plutôt moins bien que MSF ou que d'autres acteurs de terrain qui sont finalement plus outillés, plus équipés, plus financés pour le faire. Donc je pense que le rôle normatif, il est très très bien, il va bien à l'OMS, il ne coûte pas très cher, parce que justement, comme tu le dis, il doit être bottom-up. Et que, alors, il y a quelques petites exceptions. Je reproche un petit peu, moi, à l'Académie de l'OMS, qui est une initiative financée par la France, qui est à Lyon d'ailleurs, mais qui est très top-down, mais qui est très... euh, on va, voilà, on va faire des enseignements et de la formation euh, à partir de l'OMS, alors qu'elle pourrait reprendre davantage, je leur ai dit, hein, c'est quelque chose, on a des dialogues et ils écoutent, je veux dire, rien n'est décidé, mais je leur ai dit, vous pourriez avoir le même modèle que les centres collaborateurs de l'OMS, prenez les cours qui existent, des formations que vous voulez, labellisez-les, et ça vous coûtera beaucoup moins cher que de les reproduire comme vous le faites actuellement. Enfin voilà, donc l'OMS a différentes façons d'agir, mais son côté normatif, c'est probablement quand même ce plus grand succès. Bien. Odile, une question rapide, si vous voulez bien.
Oui, merci. Bon, c'était pas une question, mais plutôt une contribution. Déjà, je voulais remercier Antoine pour sa brillante présentation et notamment votre décision d'avoir fait coïncider la date de cette présentation avec après donc l'Assemblée mondiale de l'OMS pour avoir cette mise à jour sur l'accord pandémie. Et j'ai bien aimé les explications diplomatiques qui se jouent sur un mot, mais c'est vraiment ça. La contribution que je voulais apporter, c'était à la question de Paul de Muncq, dont le nom chante à mon oreille. Peut-être qu'on s'est rencontrés il y a une trentaine d'années, un peu moins, au Niger, mais bon, je ne sais pas. Je reconnais pas le visage, mais oui, c'est ça, ok. Donc, bonjour. En fait, j'ai vu, au-delà de ce que Antoine a répondu et dont il a promis de partager les liens et les documents, j'ai vu aussi sur Internet une rediffusion des journées de la NRS-MIE à l'Institut Pasteur de Paris en avril, où certains chercheurs ont eu des financements pour essayer de modéliser l'impact du retrait des financements américains du PEPFAR. Désolée, je suis à l'extérieur. Et avec deux types de modélisation. Une modélisation où il y aurait donc un arrêt de 90 jours, puis une reprise des financements, et puis un scénario qui est en train de se produire avec un arrêt définitif, avec donc une modélisation sur les impacts en termes de vie humaine et de mortalité. Donc tout ça est visible sur Internet si vous cherchez le replay des journées NRS-MIE. Voilà. Merci. Mais écoutez, on mettra tous ces liens dans notre prochain bulletin et puis tout le monde pourra s'y connecter. Mais écoutez, si vous voulez bien, on va s'en tenir là parce que de toute façon, le, l'enregistrement va cesser, donc on va être obligé de fermer. Antoine, on voulait un grand merci pour cette conférence. C'est la dernière de cette année universitaire, c'est la 169e conférence d'actualité. C'est pas mal quand même. Voilà. Et j'ai vu des noms passer. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit sur notre liste de diffusion. Si vous n'y êtes pas, envoyez-moi votre adresse mail et on va vous rajouter. Alors là, on va vous souhaiter un bon été et rendez-vous le jeudi 18 septembre pour une conférence d'Yves Tremblay qui n'a pas pu être parmi nous cet après-midi parce qu'il a d'autres responsabilités au sein de l'Université Laval à Québec. Et le 18 septembre, il nous fera le point sur la science ouverte, qui, comme vous savez, est le cœur de notre réflexion. Et j'en profite pour dire que nous allons organiser un colloque science ouverte précisément destiné aux pays africains, Afrique du Nord et au sud du Sahara, à Dakar les 11, 12 et 13 novembre prochains. Vous serez informés du contenu et des différentes orientations. Merci à tous, un bon été et merci Antoine pour ta conférence qui nous a apporté beaucoup. Merci, au revoir et merci. Et bravo pour ces conférences, hein. Merci. Merci Antoine. Si vous avez un sujet à proposer, n'hésitez pas, on est toujours à votre disposition et on est tout à fait demandeur. On est en train de monter le programme pour l'année prochaine. N'hésitez pas à nous contacter. Au revoir, Étienne. Au revoir Antoine.